It's been an emotional season. We faced some pretty big decisions. Buying Dominion scared me, but it looks like this purchase was worth it. Il ne s'agit pas seulement de grands espoirs. C'est un pari aux enjeux élevés. D'autant plus qu'il met fin à son usine de lavage de longue date et éprouvée, Big Red. Pendant des années, Big Red a été son filet de sécurité. La seule machine sur laquelle il pouvait toujours compter. Maintenant, il est en train d'être fermé, mis en veilleuse. Si cette nouvelle usine tombe en panne, il n'a pas de plan de secours. Rien. Toute la saison roule sur cette seule machine. La question se pose donc, est-ce le saut qui catapulte finalement Parker vers une richesse et un héritage minier intouchable? Ou est-ce que la décision désastreuse qui fait tout s'écrouler, financièrement et au-delà? Et voici le véritable problème. On dit que cette machine, séparée mécanique, est également liée à un réseau de controverses qui a placé Parker sur le radar du FBI. Une machine avec des secrets. Celui qui pourrait briser bien plus que sa saison. Tout a été minutieusement mis en place. L'imposante pompe à eau bourdonne sur place. Le pont Shaker est boulonné, brillant de potentiel. Le long tronçon de convoyeur serpente, attendant de déplacer des montagnes de terre. L'équipage est prêt. Les nerfs à rude épreuve. Ce n'est pas juste un autre jour. Ils le savent tous. Avec une nouvelle configuration comme celle-ci, il n'y a aucune marge d'erreur. La première étape est simple. Faites couler de l'eau dans le système. Si la plomberie tient bon, ils passeront à l'alimentation en matériaux. C'est alors que la vraie pression commence. Mais tout de suite, quelque chose ne va pas. Au moment où ils ont appuyé sur l'interrupteur pour tout démarrer, rien, aucun son, aucune vibration. Le shaker reste immobile. Les convoyeurs ne bougent pas. Un silence de mort. Pas de bourdonnement. Pas de hocher. Pas de flux de puissance. C'est comme si la machine entière était figée sur place. Et avec ce silence vient un nouveau son. Une respiration difficile. Des jurons murmurés. Le son d'une tension qui monte. Pas de courant signifie de gros problèmes. Dans un système aussi vaste, des problèmes électriques peuvent entraîner un désastre. L'équipe se précipite en mode dépannage. Les multimètres sortent. Les contrôles de tension commencent. Les disjoncteurs sont examinés et réinitialisés. Tous les regards se tournent vers le générateur qui alimente le nouveau plateau Shaker. C'est une bête de machine, capable de pousser d'énormes quantités d'énergie. Mais ce genre de pouvoir est une arme à double tranchant. Un faux mouvement et quelqu'un pourrait être gravement blessé. Après des vérifications minutieuses et une profonde inspiration, Parker retourne le disjoncteur. Le système prend vie. Les lumières vacillent. Les moteurs tournent. Les bandes transporteuses commencent à avancer. Cela fonctionne, pour l'instant. La saleté commence enfin à arriver. Ils nourrissent la bête. Et c'est là que les enjeux deviennent encore plus importants. Dans cette nouvelle usine, environ 80% de l'or récupéré par Parker provient d'une section spécifique, et 10% supplémentaires proviennent d'un point de captage secondaire. Cela signifie que si une partie du système est sous-performante ou échoue, ils perdent gros, non seulement en or, mais aussi en temps, en morale et en argent. Chaque heure compte. Chaque once compte. Le calendrier est brutal. En fonction de la quantité de matériaux qu'ils traitent et de la durée de leur traitement chaque jour, Parker prévoit de nettoyer les résidus tous les jours ou 2. Et puis, dans 4 à 6 mois, ils nettoient la fin, tout l'or qui a été piégé et accumulé. Ce moment est la grande récompense, mais seulement si tout fonctionne d'ici là. Alors que l'usine semble trouver son rythme, la catastrophe frappe à nouveau. L'eau commence à jaillir d'un endroit où elle ne devrait pas jaillir. Au début, ce n'est qu'un spray. Cela devient alors une véritable fuite. L'eau jaillit violemment, détrempant le sol et menaçant le matériel. Quelque chose n'a pas été installé correctement. Un collier de serrage, un tuyau. Peut-être qu'un joint soudé n'a pas été suffisamment scellé. Quoi qu'il en soit, c'est un problème majeur. Parker et l'équipage se bousculent. La fuite s'aggrave de seconde en seconde. S'ils ne l'arrêtent pas et ne le réparent pas, l'ensemble du système pourrait être inondé ou court-circuité. Pire encore. Les conditions humides pourraient devenir dangereuses pour l'équipage. L'urgence est palpable. Parker doit prendre une décision. Rapide. Tout ce pour quoi ils ont travaillé. Tout ce sur quoi ils parient, ce rêve de 14 millions de dollars, pourrait s'effondrer en un instant. Pas le temps d'hésiter. Plus de place pour d'autres erreurs. C'est sur le fil du rasoir qu'ils marchent, risque élevé, récompense élevée et tension élevée. Et ce n'est que le début.
Il éteint complètement la barre de pulvérisation. Ce n'est pas parfait, mais au moins ça empêche l'eau de se répandre partout. La bonne nouvelle est que la saleté peut enfin commencer à circuler dans le système. Ce moment est immense. Ils ont passé plus de 2 ans à construire cette station de lavage, et elle est désormais enfin opérationnelle. Mais ce n'est pas parce que cela fonctionne que cela réussira. La vraie question est la suivante. Ce tout nouveau système capturera-t-il plus d'or que de gros rouges? Ou Parker a-t-il simplement gaspillé des millions pour une idée qui ne fonctionnera jamais? Vient maintenant le moment de vérité. Le compte de l'or est tout. Peu importe à quel point ils travaillent dur ou combien d'heures ils y consacrent. La seule chose qui compte en fin de compte, c'est la quantité d'or qu'ils collectent. Tout d'abord, ils pèsent l'or du Grand Rouge. Cette installation de lavage est la machine la plus fiable de Parker depuis des années. Il a traité des milliers de mètres de terre et extrait une énorme quantité d'or. Même s'il est fermé pour la saison, il parvient toujours à rapporter plus de 300 onces. Peu importe ce qu'il y a d'or là-dedans. Je ne veux pas le dire maintenant au cas où ce serait un raté. La transition que vous avez réussi. Super. On y va. Premier nettoyage à Australia Creek. C'est une somme énorme et qui vaut une fortune. C'est la preuve que le Grand Rouge reste une formidable machine. Mais Parker n'a pas investi dans une nouvelle installation de lavage simplement pour correspondre à ce qu'il possédait déjà. Il espérait quelque chose de mieux. Quelque chose de plus grand. Quelque chose qui ferait passer son exploitation d'or au niveau supérieur. Il est maintenant temps de voir si Roxanne peut être à la hauteur de ses attentes. Roxanne ne court que depuis 2 jours, mais elle doit faire ses preuves maintenant. S'il ne fonctionne pas mieux que le Big Red, alors tout ce que Parker a dépensé pour ce nouveau système sera du gaspillage. La pesée commence. Tout le monde reste silencieux en attendant que les chiffres apparaissent. Le chiffre final arrive. Seulement 56 onces. La pièce reste calme. Personne ne dit d'un mot. C'est un désastre. Le visage de Parker tombe. Ce n'est pas du tout ce à quoi il s'attendait. Il avait besoin de Roxanne pour gagner beaucoup plus d'or. Et maintenant, il ne peut s'empêcher de se demander s'il n'a pas pris la mauvaise décision. Il pensait que ce nouveau système allait tout changer pour le mieux. Au lieu de cela, il semble que cela pourrait devenir l'une des plus grosses erreurs de sa carrière minière. Mais il n'est désormais plus possible de revenir en arrière. La seule option est de continuer. Le total de la saison continue de croître et ils ont finalement franchi une étape importante. Plus de 5,0 onces d'or. C'est une somme incroyable, dont la plupart des mineurs ne peuvent que rêver. Mais pour Parker, cela ne suffit pas. Il sait que 5,0 onces ne couvriront pas tous les coûts. La nouvelle installation de lavage, le carburant, le matériel, les paiements massifs en fin de saison, tout s'additionne. S'il ne rapporte pas plus d'or, il pourrait finir par tout perdre. Il ne peut pas se permettre d'échouer maintenant. Il se fixe un nouvel objectif. 7,0 onces. La saison de Parker ne se passe pas bien, mais abandonner n'est pas une option. Il a traversé des moments difficiles depuis qu'il était enfant et qu'il apprenait à exploiter le mien. L'enfant qui a déjoué tous les pronostics. Parker Schnabel n'a pas vraiment eu une enfance normale. Né au milieu de nulle part, à Haines, en Alaska, le 22 juillet 1994. Il ne passait pas ses journées à jouer à des jeux vidéo ni à courir dans le quartier. Non, il était jusqu'aux genoux dans la terre, suivant les traces de son grand-père, John Schnabel, le propriétaire de Big Nugget Mine. Alors que la plupart des enfants étaient occupés à apprendre à faire du vélo, lui apprenait à trouver de l'or. Et disons simplement qu'il a pris cette leçon très au sérieux. À l'âge de 5 ans, il passait déjà ses étés à la mine, observant, apprenant et se salissant les mains. Ce n'était pas seulement une tradition familiale. C'était tout son monde. Le lycée n'a rien changé à cela, bien sûr. Il faisait partie de l'équipe de basketball. Mais soyons honnêtes. Le basketball n'était qu'un travail parallèle. Le vrai travail était toujours à la mine pendant que ses camarades de classe s'inquiétaient des notes et du bal. Il cherchait comment extraire l'or du sol et le transformer en argent liquide. Puis vint la grande décision. Collège ou exploitation minière? La plupart des parents auraient poussé leur enfant à obtenir un diplôme, mais ils n'avaient pas le temps pour les cours et les examens. Au lieu de cela, il a pris chaque centime de ses économies universitaires et l'a investi directement dans l'exploitation minière. C'était un geste courageux, mais il savait clairement ce qu'il faisait. Et c'est ainsi que sa carrière indépendante a commencé.
à Seasons, alors que la plupart des adolescents apprenaient à conduire. Il dirigeait Big Nugget Mine, c'est exact, à peine assez âgé pour avoir un permis, et il dirigeait déjà une exploitation minière complète. Son équipe, une bande de gars 2 fois son âge. La pression? Incroyable. Mais il n'a pas seulement survécu. Il a prospéré. Il dirigeait l'équipe, prenait les décisions et faisait couler l'or. Et comme si cela ne suffisait pas, il a attiré l'attention des producteurs de télévision. Entré dans la ruée vers l'or de Discovery Channel, ce qui a commencé comme une entreprise familiale est rapidement devenu son histoire de réussite personnelle. Les caméras ont suivi chacun de ses mouvements, capturant les victoires, les défaites et la détermination qui le distinguaient des autres. Et puis, dans la saison 4, il a fait un geste qui allait tout changer. Oui, je ne pense pas que la gestion des résidus pour ces usines constituerait un travail à plein temps. Tyler s'occupe des résidus en ce moment. Mais c'est probablement quelque chose qui relève de l'opérateur du chargeur. Il s'est détaché de Big Nugget Mine et s'est lancé seul. Au lieu de jouer la sécurité, il a loué des terres du légendaire mineur Tony Beats dans le Klondike. Le pari a été largement récompensé. Cette première année, plus de 1-0 onx d'or. Ce n'est pas seulement impressionnant, cela change la donne. Soudain, il n'était plus seulement un enfant avec un grand-père célèbre. Il était un concurrent sérieux dans l'industrie aurifère. Et tout le monde le savait. Bien sûr, la télé-réalité aime les success stories, et il a livré. Très vite, il a eu son propre spin-off, Gold Rush, Parker's Trail. Il ne s'agissait pas seulement d'exploitation minière, il s'agissait de relever le défi dans le monde entier. Des jungles de Guyane aux paysages accidentés de Papouasie-Nouvelle-Guinée et de l'arrière-pays australien. Il a prouvé qu'il pouvait affronter n'importe quel terrain. Il ne s'agissait plus seulement d'extraire l'or du sol. Il s'agissait de repousser les limites et de prouver que peu importe où il allait, il pouvait y arriver. Et parlons d'argent parce que ces chiffres sont tout simplement fous. À l'âge de 24 ans, il avait déjà extrait plus de 13 millions de dollars d'or. Pensez-y une seconde. La plupart des gens dans la vingtaine peinent à s'en sortir, noyés sous les prêts étudiants. Et le voilà qui retire des millions de dollars de la terre. Mais le plus fou, c'est qu'il ne vit même pas comme un millionnaire. Pas de voiture se tape à l'œil, pas de manoir géant, juste plus d'exploitation minière. Il remet presque tout dans son entreprise, in constant expansion, en constante croissance. Ce genre de dévouement a cependant un coût. Alors que son empire minier prospérait, sa vie personnelle en subissait de sérieux revers. Des relations? Disons simplement qu'ils ne font pas bon ménage avec un horaire de travail 24h/24 et 7h/7. Sa relation la plus connue était avec Ashley Yule, une infirmière vétérinaire australienne. Elle est même apparue dans Gold Rush, aidant à la mine. Mais soyons réalistes. Être en couple avec un homme obsédé par l'exploitation de l'or? Pas vraiment facile. Finalement, ils se sont séparés et il a admis qu'il n'avait pas fait d'efforts pour que cela fonctionne. Des priorités. Non? Malgré tout, il n'a jamais changé son approche. C'est un leader pratique. Toujours au cœur de l'action avec son équipage. Il ne s'assoit pas dans certains bureaux pour aboyer des ordres. Il fait fonctionner des machines, résout les problèmes et s'assure que chaque once d'or est comptabilisée. C'est pourquoi son équipe le respecte. Il n'est pas seulement le patron. Il fait partie du travail. Mais tout ne se passe pas sans heurts. L'exploitation minière est brutale. Le matériel tombe en panne. Le temps devient mauvais et les revers sont une évidence. Mais lui, il ne recule pas. Il trouve un moyen de faire fonctionner les choses, même si cela devient difficile. Cette résilience est ce qui le maintient au sommet. Alors que d'autres feraient de leurs valises et arrêteraient, il creuse plus profondément. Au propre comme au figuré. Parker est passé d'un garçon apprenant à exploiter une mine à un grand chercheur d'or. Mais gagner dans ce métier comporte toujours de gros risques. Les mouvements les plus audacieux de Gold Rush. Gold Rush est l'une de ces émissions qui vous attire avec de grandes promesses, mais vous fait regarder avec des désastres encore plus importants. Il ne s'agit pas seulement d'extraire de l'or. Il s'agit de regarder des hommes adultes risquer leur vie, poursuivant un rêve qui porte rarement ses fruits. Dès le début, c'était le bordel. Todd Hoffman, un gars sans expérience minière, a convaincu une équipe d'amis tout aussi désemparés de se diriger vers les étendues sauvages et glaciales de l'Alaska pour devenir riches. Ils avaient un mauvais équipement, moins de chance et absolument aucune idée de ce qu'ils faisaient. Mais d'une manière ou d'une autre,
Cela suffisait à garder les gens accros. Et puis il y avait Parker Schnabel, un gamin qui semblait devoir être dans une résidence universitaire au lieu de diriger une énorme exploitation minière. Il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Connaissance réelle, reprenant Big Nugget Mine de son grand-père. John, ce n'était pas juste un type qui jouait dans la terre. Il savait comment faire fonctionner les choses, mais cela ne voulait pas dire que c'était facile. L'un de ses gestes les plus insensés, celui de consacrer la totalité de ses fonds universitaires à son exploitation minière à seulement 18 ans. Ce n'est pas une ambition, c'est de la pure folie. Mais d'une manière ou d'une autre, cela a payé et Parker est devenu l'homme que tout le monde voulait être. Ensuite, nous avons Tony Beets, le Néerlandais bruyant, qui a bâti sa carrière grâce à ses connaissances en matière d'exploitation minière que n'importe qui d'autre. Il n'a pas seulement cherché de l'or. Il a reconstruit d'anciens équipements miniers et les a remis en état de marche. Son plus grand projet, traîner une drague minière vieille de 75 ans d'un endroit à un autre, pièce par pièce et la rendre à nouveau fonctionnelle. C'était un cauchemar. Mais quand cela a finalement fonctionné, cela a prouvé que l'exploitation minière à l'ancienne avait toujours sa place dans un monde rempli de machines de haute technologie. Bien sûr, les Hoffman ne pouvaient pas éviter les ennuis. C'est pourquoi la largeur du passage d'écluse est beaucoup plus grande, et c'est donc ce qui devrait augmenter notre superficie et nous aider à payer tout notre salaire ici chez Dominion et l'argent que nous devons faire. C'est un peu un pari de partir avec quelque chose qui n'a pas été testé en fin de saison. Ils ont décidé de quitter le nord glacial et de se diriger vers la jungle d'Amérique du Sud pour un nouveau départ. Cela semble intelligent, non? Sauf qu'ils n'avaient aucune idée de ce dans quoi ils s'embarquaient. La chaleur, la fonte dangereuse, la pluie constante. Dès le début, ce fut un désastre. Le pire, c'est que le sol ne contenait presque pas d'or. Après avoir passé des mois et dépensé une somme d'argent absurde pour que cela fonctionne, ils sont repartis avec presque rien. Si Gold Rush avait besoin d'un exemple parfait de ce qu'il ne fallait pas faire, c'était bien celui-là. Parker, de son côté, se fixait des objectifs ridicules. En une saison, il visait 2,0 onces d'or. C'est un chiffre fou. Mais d'une manière ou d'une autre, il ne s'est pas contenté de le frapper. Il a dépassé les 400 onces, ce n'était pas de la chance. C'était une question de compétence, de planification et du fait qu'il écoutait réellement les gens qui savaient ce qu'ils faisaient. Chaque fois que les Hoffman échouaient, Parker les faisait paraître encore pires en réussissant. Mais la série ne consistait pas seulement à creuser. Il s'agissait d'un drame. Les tensions étaient vives entre les équipes minières, surtout lorsqu'elles devaient travailler à proximité les unes des autres. Les disputes sur les terres, l'équipement et même le partage de l'or ont transformé de petits désaccords en combats à part entière. Certains de ces gars ont à peine tenu le coup quand les choses allaient bien. Quand les choses allaient mal, c'était le chaos. Les regarder faire étaient la moitié de la raison pour laquelle les gens s'y intéressaient. Ensuite, il y avait la pression constante pour une meilleure technologie. L'exploitation de l'or n'est plus ce qu'elle était, et l'émission s'est assurée de le souligner. Les équipes ont continué à améliorer leur équipement en utilisant d'immenses installations de lavage, des excavatrices géantes et d'autres équipements de haute technologie pour extraire davantage d'or du sol. La différence entre les premières saisons et les dernières était le jour et la nuit. Les mineurs les plus intelligents se sont adaptés, tandis que les autres ont simplement dépensé de l'argent pour résoudre les problèmes et espérer le meilleur. Devinez lequel a réussi? L'extraction de l'or ne consiste pas seulement à creuser. C'est un travail difficile où les intempéries, les machines en panne et les difficultés personnelles peuvent tout emporter. Le pire cauchemar des mineurs d'or. La météo était une autre chose qui refusait de coopérer. Neige, pluie, inundations, etc. Cela gâche la saison minière de quelqu'un. Certaines années ont été brutales. L'hiver arriverait tôt, fermant tout avant que les mineurs puissent atteindre leurs objectifs. Le dégel printanier inonderait les réclamations, important la saleté des salaires avant qu'ils puissent y accéder. Et comme l'extraction de l'or est une course contre la montre, chaque jour de mauvais temps signifiait perdre de l'argent, en grande partie. Mais il ne s'agissait pas uniquement d'or. Les histoires personnelles ont rendu le spectacle encore plus intense. Lorsque John Schnabel est décédé, Parker a été durement touché. Son grand-père n'était pas qu'un mentor.
C'est grâce à lui que Parker s'est lancé dans l'exploitation minière. Cette perte a été un moment rare où la série s'est retirée du chaos et s'est concentrée sur quelque chose de réel. Et c'est pourquoi les gens ont continué à regarder. Il ne s'agissait pas seulement d'or. Il s'agissait des gens qui essayaient de l'obtenir. Les nouveaux sites miniers ont ajouté encore plus de drames. Lorsque les équipes déménageaient dans des endroits comme le Yukon ou le Klondike, elles devaient faire face à de nouvelles réglementations, à de nouveaux terrains et à une toute nouvelle série de défis. Certains l'ont bien géré, d'autres moins. Les voir lutter pour s'adapter nous rappelle une fois de plus que l'exploitation minière n'est pas pour les âmes sensibles. Les relations entre les membres de l'équipage étaient toujours sur le point d'exploser. Être coincé au milieu de nulle part avec les mêmes personnes pendant des mois est un moyen garanti de déclencher des bagarres. Et lorsque des millions de dollars sont en jeu, ces combats ne se produisent pas tout seuls, ils explosent. La pression pousse les gens à bout. Certaines équipes travaillaient ensemble comme une machine bien huilée, soudées comme une famille. Otters, ils se sont effondrés au moment où les choses sont devenues difficiles. La confiance s'est effondrée. Les reproches volaient comme des balles, et chaque faux pas avait un prix. Parfois, ce n'était que quelques heures perdues. D'autres fois, cela leur a tout coûté. Mais soyons honnêtes, ce genre de tension, c'était une excellente télévision. Chaque dispute, chaque trahison, chaque engueulade sous le rugissement des machines et le poids de l'or. Les téléspectateurs n'en ont jamais assez. Puis vint le problème de l'argent. Parce que l'exploitation minière coûte cher, brutalement cher. Ces types ne jouaient pas seulement avec de l'argent liquide, ils jetaient toutes leurs économies dans la boue, en priant pour que cela recrache de l'or. Nouvel équipement, carburant, main-d'œuvre, reparation, beau foncier, tout s'additionnait rapidement, et rien n'était garanti. Chaque décision était un pari. Devraient-ils acheter un nouvel équipement? Devraient-ils risquer de passer à une nouvelle réclamation? Cette terre contiendrait-elle réellement de l'or ou les saignerait-elle à sec? Lorsque les réponses étaient fausses, les conséquences étaient lourdes. Certains ont perdu tout ce qu'ils avaient. On pouvait le voir dans leurs yeux, le poids de la défaite. C'était déchirant, c'était cru, mais c'était réel. Et c'est ce qui a rendu la série si addictive. Et puis, le drame familial. Gérer une entreprise est difficile. Vous dirigez une entreprise avec votre famille? C'est le chaos qui attend de se produire. Des pères et des fils se disputaient des décisions. Des frères se disputant devant l'équipage. Des maris et des femmes essayant d'équilibrer l'amour et le leadership. Chaque problème personnel avait une conséquence professionnelle. De petits désaccords se sont transformés en disputes hurlantes. De vieilles blessures se sont rouvertes. La fierté a fait obstacle. Et tout cela s'est déroulé devant les caméras. Il faut baisser un peu. Non? Ouais. Mais cette fin doit aller dans ce sens. Parker. Comme en paille? Non, je ne peux pas le faire. Le pont d'écran gêne. Oh, Chad. Ce n'étaient pas des acteurs. C'étaient de vraies personnes qui essayaient de devenir riches, tout en jonglant avec leur ego, leurs émotions et leur épuisement. Et n'oublions pas les autres visages, les personnages secondaires, les locaux, les experts, les mineurs rivaux qui sont arrivés avec leur propre façon de faire. Certains ont proposé leur aide, certains ont remué la marmite, mais ils ont tous apporté de la saveur à l'histoire. Ils nous ont rappelé qu'il n'existe pas qu'une seule façon de trouver de l'or, et qu'il existe environ 1000 façons d'y échouer. L'exploitation de l'or est une punition physique. La série n'a jamais édulcoré cela. De longues journées, des matinées glaciales, des après-midi bouillants, machines de la taille d'une maison, de la boue qui engloutissait les bottes entières, une erreur, une distraction, et quelqu'un pourrait être gravement blessé. Au pire, à la fin de chaque saison, chaque mineur semblait épuisé, hâlé, douloureux, mais toujours en train de broyer, parce qu'abandonner n'était pas une option. Et puis, il y a eu l'ultime joker, le prix de l'or. Quand l'or était élevé, tout le monde était audacieux. Ils ont acheté plus de matériel, embauché plus de travailleurs, extrait plus vite et plus fort. Mais si le prix baissait, panique. Du jour au lendemain, les bénéfices d'une saison pourraient disparaître. Personne ne le contrôlait. Personne ne pouvait le prédire. Et cette incertitude a rendu les enjeux encore plus intenses. Ce qui nous amène à la plus grande question de toutes. Le pari audacieux de Parker sur cette nouvelle usine de lavage est-il un coup de génie qui lui rapportera des millions?
Ou joue-t-il toute sa saison, toute sa réputation sur une machine qui pourrait s'effondrer sous la pression? Avec un tel enjeu, un faux geste pourrait tout lui coûter. Sera-ce la décision qui le placera au sommet ou la plus grosse erreur de sa carrière minière?